Bonjour à tous, je suis Anthony Bourg, vétérinaire, formateur et coach professionnel avec Coaching Vet. J'anime aujourd'hui le second épisode dédié à l'observance avec Thierry Poite. Dans le premier, on a évoqué les définitions autour de l'observance et on a aussi fait un état des lieux dans les sphères vétérinaires et humaines. Aujourd'hui, on va s'attacher avec Thierry à parler des pistes d'action concrètes à donner aux praticiens pour développer l'observance au cœur de leur consultation. Pour commencer, je pense qu'il est bon déjà de rappeler les 4 acteurs qui sont impliqués dans l'observance. Thierry, on t'écoute. Alors, Anthony, complètement d'accord avec ton approche. Je pense qu'avant d'apporter des solutions, il faut qu'on développe une véritable culture en fait de l'observance. Et ça passe par une identification effectivement des freins pour chacun des 4 acteurs impliqués. Alors, je pense qu'il faut sortir d'une vision très culpabilisante et centrée sur le seul propriétaire. Et donc, avec Cap Observance, donc on propose de regarder précisément 4 acteurs avec donc des torts partagés. Pour nous, le premier acteur, c'est l'animal lui-même, qui peut être rétif ou intolérant à certains médicaments. Je te donne un exemple. Un chien arthrosique, un chat insuffisant rénal, souvent âgé, parfois cachectique, avec plusieurs maladies à la fois. Mhm. Plus les traitements sont nombreux, plus ça va être difficile de faire prendre ces médicaments, plus on va multiplier les effets indésirables, et plus ça Bien devient sûr. compliqué finalement pour le propriétaire d'être parfaitement régulier. Ça, c'est le premier acteur. Il y a un deuxième acteur, c'est l'équipe vétérinaire, on en a parlé au cours du premier podcast, sa disponibilité, sa façon d'expliquer les maladies, la clarté de sa prescription, Mhm. la qualité de son suivi, et puis dans tout ça, finalement, là aussi on en a parlé, est-ce que sa mentalité, est-ce qu'il est fataliste, est-ce qu'il est résigné? Et c'est vrai que les enquêtes dont on a parlé la dernière fois nous montrent bien que finalement les principaux freins perçus par les propriétaires ne sont pas tant le coût des Mhm. médicaments, des prestations, que le manque d'écoute, de temps, de La suivi et disponibilité. de remise d'outils clairs Mhm. pour les aider. Et les outils, ouais, qu'on oublie souvent d'ailleurs. Ils Voilà. repartent souvent comme ça. Voilà. Et en fait, ces outils, il faut les faire évoluer, quoi. Je pense que maintenant, les formats papier, souvent logotés laboratoire, c'est un peu dépassé. Et donc, je pense qu'on maintenant, on a des outils digitaux, notamment sur nos Mhm. smartphones, Ouais, qu'on ne perd complètement. jamais et qui peuvent être d'un usage et d'un service quotidien. Donc, il y a un troisième acteur, c'est le propriétaire aidant, avec sa vie, son histoire, ses émotions, ses doutes, ses croyances et ses propres problèmes de santé ou de travail. On a mené la réflexion un peu plus loin et on a pensé qu'il fallait distinguer une non-adhésion non intentionnelle, ce propriétaire qui a oublié, qui n'a pas compris, Mhm. Ouais. qui a une difficulté financière, de la non-adhésion intentionnelle, qui est plus grave. Alors, c'est quoi la non-adhésion intentionnelle? Ben, c'est par exemple l'asymétrie qu'il y a entre le coût immédiat et un bénéfice probabiliste, incertain et différé. Si vous donnez Mhm. des médicaments, votre animal va vivre plus longtemps. Oui, mais pour l'instant, ça me fait des contraintes et c'est sûr qu'il va vivre plus longtemps, je ne vais pas le voir forcément tout de suite. Tu vois? Donc ça, c'est un premier frein. Ensuite, il y a des préjugés sur la dangerosité des médicaments, il y a la sensibilité aux réseaux sociaux, aux fake news, Oula, vu dernièrement, avec vaste notamment sujet. les anticorps monoclonaux. Bon, il y a des freins psychologiques, et puis enfin, il Mhm. peut y avoir une opposition marquée, ce qu'on appelle une réactance, et qui, ça, c'est la plus grave à mon avis, parce qu'elle traduit un échec de la relation avec le praticien. Ok. Bon, donc on a vu nos 3 premiers acteurs, le dernier, le quatrième acteur, bah, ce sont les laboratoires pharmaceutiques, les distributeurs de matériel, donc Mhm. les laboratoires à travers leurs médicaments, donc le soin qu'ils apportent à la ganénique, l'appétence, le Bien sûr. coût, Mhm. le coût, la Mhm. fréquence des prises qui sont imposées. Et puis, on peut aussi, il n'y a pas de tabou, hein, s'interroger sur la rigueur de l'accompagnement scientifique qui parfois était mis en difficulté par un discours très marketing, hein, avec des objectifs financiers. Mhm. Et donc, il Bien faut sûr. faire la part des choses. Et c'est aux vétérinaires aussi, par rapport aux preuves scientifiques qui sont annoncées, de savoir faire une lecture critique des articles scientifiques. Et Anthony, tu te rappelles, on n'a pas forcément appris ça à l'école. On n'a pas Mhm. appris à avoir des lectures critiques des articles scientifiques.
C'est sûr. Quand on se retrouve dans la vie active à devoir faire ça, ouais, on se retrouve parfois un petit peu démuni, même si bon, on rédige une thèse et on peut participer à des études. Donc, bah, pour récapituler, hein, 4 acteurs. Donc l'animal lui-même, le vétérinaire, enfin, comme tu l'appelles, hein, le propriétaire aidant et les laboratoires. Et pour chaque acteur, il y a des freins qui lui sont spécifiques à prendre en compte, évidemment, dans l'observance. Donc, 4 acteurs avec à chaque fois des freins. Bon, ça fait pas mal de freins au total qu'il faut désamorcer. Cap Observance, je sais qu'elle propose 2 types de réflexion qui sont l'alliance thérapeutique et le parcours de santé. Et donc, je te propose de nous en parler. Donc, peut-être on peut partir d'abord sur l'alliance thérapeutique. Tu nous parleras ensuite du parcours de santé. Alors effectivement, l'alliance thérapeutique, c'est la première piste de réflexion qui est peut-être davantage conceptuelle que le parcours de santé. Alors l'alliance thérapeutique, qu'est-ce que c'est? C'est une collaboration active entre le propriétaire aidant et l'équipe vétérinaire. Tu as parlé tout à l'heure de vétérinaire comme quatrième acteur. Anthony, je te reprends plutôt l'équipe parce que nos L'équipe, ASV sont impliqués évidemment dans ce tu as complètement problème. raison de me reprendre là-dessus. Ouais, complètement. Donc c'est une collaboration qui va être basée sur une appréciation partagée des problèmes et un accord sur à la fois les objectifs, les solutions et les engagements mutuels. Engagement de l'équipe veto, mais également engagement de ce propriétaire. Mhm. Et donc, pour essayer, je pense que les vétérinaires praticiens seront plus réceptifs à ça si on leur donne une certaine méthodologie et quelques repères. Et je te propose, pour illustrer cette alliance thérapeutique, de partir d'un quadruple accord, d'une double déclinaison et d'un quadruple savoir. Donc, C'est parti. on commence par le quadruple accord, Anthony, si tu veux bien. Donc, allons-y. Ça consiste pour le vétérinaire et le propriétaire à s'accorder sur la maladie, l'origine, les tenants, les aboutissants. Toutes les études, notamment en humaine, montrent que le knowledge empowerment, c'est-à-dire la connaissance de la maladie, fait que on s'approprie sa maladie, ou la maladie de son chien, de son chat, et que derrière, il va y avoir des résultats qui vont être augmentés. Okay. L'accord se porte aussi sur les objectifs. Et ça, c'est une étape qui est négligée. Moi, je vois bien dans mes consultations douleur. Il faut faire des objectifs de qualité de vie. Dans l'arthrose, eh bien oui, il faut faire accepter à ce propriétaire qu'un labrador de 15 ou 16 ans, eh bien, il va continuer à boiter. Et ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est sa qualité de vie. Donc, il faut des objectifs réalistes et partagés. Ça, c'est le deuxième accord. Oui, le troisième accord, c'est... Le troisième accord, c'est... Mais Thierry, pardon, je t'interromps juste sur le premier accord, sur le knowledge empowerment, comme tu dis. Partager nos connaissances sur une maladie, ça peut être très complexe, surtout sur des personnes qui n'ont jamais étudié même la médecine de près ou de loin. Donc, j'y vois aussi là une objection potentielle pour les praticiens, de dire oui, mais quand je commence à expliquer les choses, soit les gens, je les perds au bout de 30 secondes, soit je fais l'effort de vulgariser, et même en vulgarisant, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, écoute, ça c'est un sujet qui me passionne et qui pourrait faire peut-être, mon cher Anthony, l'objet d'un podcast. Troisième épisode. C'est qu'en fait, il faut sortir nos compétences scientifiques. Et je crois beaucoup à la transdisciplinarité, c'est-à-dire d'aller vers, tu sais, les compétences douces, les humanités médicales, qui nous permettent de mieux comprendre la perception philosophique, sociologique, religieuse, artistique, finalement, des enjeux de la douleur. Et à partir du moment où tu travailles ces sujets, tu vas mieux connaître le propriétaire qui est en face de toi, et tu vas pouvoir mieux composer avec ses doutes, ses croyances, ses freins. Et ça passe, toi qui fais du coaching, ça passe par des compétences sur lesquelles toi-même tu as travaillé. Et c'est vrai que là encore, on n'a pas forcément appris à l'école à développer ces compétences pédagogiques. Donc il y a les compétences scientifiques, donc ça c'est des connaissances qu'on apprend dans les livres et sur le terrain. Et je pense qu'il faut aller au-delà de ça pour que les gens effectivement comprennent. Donc ça, comme tu viens de le souligner, donc accord sur qu'est-ce que c'est que la maladie, les objectifs. Après, il y a un troisième accord, c'est sur le projet thérapeutique. Alors, il est multimodal, bien sûr, mais attention, il doit être aussi interdisciplinaire. Pour moi, il doit être individualisé, sortir un peu des guidelines, des espèces d'automatismes de prescription, sans tenir compte du vécu douloureux, de l'histoire individuelle de l'animal qu'on a en face de vous. Et puis, ce projet thérapeutique, il doit être, disons, centré sur le généraliste avec l'appui des spécialistes.
Et c'est pour ça que je parle, tu vois, d'interdisciplinarité plutôt que de Je comprends mieux. pluridisciplinarité. C'est-à-dire que chacun ne doit pas donner son avis et puis ensuite le généraliste se débrouille. Il faut qu'il y ait une coordination, comme en médecine humaine, sur des problèmes complexes. Et puis on va finir avec le quatrième accord, l'engagement. Et moi, dans mes consultations douleur, je dis souvent à mes propriétaires, je leur dis, écoutez, ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a que notre équipe vétérinaire qui s'engage. Donc vous, je m'adresse aux propriétaires, vous devez vous engager à faire maigrir ce chien, à faire remuscler ce chat cachectique, à évaluer la douleur, à donner les médicaments, à venir aux visites de suivi. Donc l'engagement doit être réciproque, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc Anthony, c'est ça notre quadruple accord. Donc on va essayer de le reprendre là pour faire un petit bilan. D'abord le partage des connaissances. Ensuite, je reformule avec mes mots, c'est montrer l'enjeu qu'il y a, donc les bénéfices sur le traitement par exemple. Rappelle-moi le troisième. Le projet thérapeutique. Bon, s'il n'y a pas d'accord, ça ne peut pas fonctionner, on ne peut pas imposer un projet thérapeutique, donc il faut qu'il soit compris et accepté par le propriétaire. Et ça, c'est, excuse-moi Anthony, ça c'est difficile parce qu'il y a une notion de priorisation. L'année dernière, on a fait un tour de France sur la multimorbidité, et ça, et tu sais qu'il y a un gap entre ce qu'attendent les propriétaires ou les patients et ce que veulent les professionnels de santé. Et nous, culturellement, on est dans des objectifs de quantité de vie, et les malades en humaine, ou nos propriétaires, sont plus souvent dans des objectifs de qualité de vie. Qualité de vie, et oui, bien voilà. sûr. Et c'est ça sur lequel il faut sortir donc de ces carcans un peu très dogmatiques. Oui, des guidelines, comme tu dis, des consensus, voilà. Non, c'est utile ces consensus, mais ça ne doit pas être une dictature. Si tu veux, elle ne doit pas être imposée, elle doit être aussi réfléchie et appliquée aux patients avec ses particularités pour que ce soit optimal. Tu vois, ça fait écho à ce troisième point vraiment et tout ce que tu viens de dire avec le perfectionnisme qu'on observe chez nos confrères, nos consoeurs et chez nous-mêmes, accessoirement. On en fait partie, où on a envie d'aller au bout du bout. Et souvent, c'est cet esprit scientifique qui l'emporte sur le consensus, aller au bout, quoi qu'il arrive, sachant que les propriétaires, si on ne les prend pas en compte, en plus, on les perd au passage. Donc, tu vois, en ayant échangé là, je suis content d'avoir bugué sur ce troisième point. Ça nous a permis de reparler de ce projet thérapeutique. Et après, tu parlais de l'engagement en quatrième point. C'est ça, hein? Oui, il est fondamental. Alors maintenant, on s'appuie sur, on a une application Cap Douleur qui a considérablement amélioré l'observance chez nous parce que on a des outils qui nous permettent d'engager les propriétaires. Tu sais, on a tous connu cette période où on disait, vous penserez à faire maigrir ce chien, vous penserez à le masser. Et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce qu'on ne donne pas des visuels concrets. Et donc le fait que ça soit à travers une appli dans leur téléphone, eh bien, ils peuvent avoir des vidéos démonstratives. Et le fait de montrer ça très régulièrement dans mes consultations douleur, c'est effectivement suivi d'effets. Et pour te donner juste un exemple, j'ai à peu près 90% de mes chiens arthrosiques qui sont massés quotidiennement par les propriétaires. Et ça, c'est parce qu'on a eu une évolution aussi de la transmission pédagogique et de montrer un savoir-faire, en fait. Et c'est clairement pas en 15 minutes sur une consultation chien arthrosique qu'on va apprendre aux gens à masser leur chien et à le faire sur le long terme. On est d'accord, Thierry? Absolument, absolument. Cette fameuse disponibilité, le temps de consultation à revoir en fonction du motif. Et du coup, on a aussi évoqué l'histoire du parcours de santé. Thierry, est-ce que tu peux nous en redire un petit peu quelques mots? Alors, avant d'aborder ce parcours santé, si tu veux bien, Anthony, on parle peut-être de double déclinaison aussi, tu sais, de quadruple savoir-faire, si tu veux bien. Donc, parlons-en. Pour terminer, donc, au-delà du quadruple accord, il y a une double déclinaison de l'alliance thérapeutique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire une médecine proactive versus réactive. Donc, arrêtez de dire à ce propriétaire, vous revenez si ça ne va pas bien. Donc, d'être dans une culture d'une médecine préventive tertiaire, celle qui s'adresse à un animal qui a une maladie et qui est malade. Et on va expliquer au propriétaire que s'il vient régulièrement, on va diminuer à la fois la sévérité et la fréquence des rechutes. C'est le principe de la médecine préventive tertiaire. Est-ce que tu peux la redéfinir, ce que c'est la médecine préventive tertiaire, pardon, ma langue a fourché. Est-ce que tu peux redéfinir ce que c'est pour celles et ceux qui ne sauraient pas? Oui. Si tu veux, la médecine préventive primaire, c'est celle qui s'adresse à un animal qui n'a pas de maladie et qui n'est pas malade.
Ce sont les vaccins, les antiparasitaires. La médecine préventive secondaire s'adresse à un animal qui a une maladie qui n'est pas malade. Donc, on va essayer de diminuer la prévalence en diminuant les facteurs de risque. La médecine préventive tertiaire, c'est on a un animal qui a une maladie et qui est malade, et donc tu vas mettre en place un tas de mesures pour diminuer, je te le redis, à la fois la sévérité et la fréquence des rechutes. C'est ça cette double déclinaison dont je voulais te parler. Ok, merci pour l'éclaircissement. Et tu parlais aussi de quadruple savoir? Absolument. Alors, quadruple savoir, pour moi, il faut savoir écouter. Donc, je suis assez passionné par ce qui est médecine narrative. Donc, la médecine narrative, c'est une compétence que tout le monde peut acquérir à partir du moment où il sait interpréter des récits. Et c'est vrai que dans le domaine de la douleur, comme tu le sais, c'est mon domaine de prédilection, on a besoin de l'oralité du propriétaire pour décrire des douleurs en décharge électrique, des douleurs spontanées, des fulgurances. Et ce sont les gens. Le gros intérêt de la médecine narrative, c'est les métaphores que le propriétaire va utiliser. Mais c'est aussi, on va pouvoir se permettre de juger de sa capacité à observer et donc à évaluer. Donc ça, c'est le premier savoir-faire, savoir écouter. Après, il faut savoir donner du temps, on ne va pas y revenir, on en a parlé la dernière fois, donner des temps de consultation beaucoup plus longs pour les consultations de douleurs chroniques. À cet effet, je voudrais inciter tes auditeurs à lire un livre de Pascal Chabot qui s'appelle « Avoir le temps » et qui est un essai de chronosophie, c'est-à-dire une réflexion sur la philosophie du temps et l'usage du temps. Et la grande idée de ce livre, c'est se réapproprier un temps de qualité. Le troisième savoir-faire, c'est savoir transmettre, donc l'éducation thérapeutique. Alors, c'est vrai que la dermatologie, comme l'algologie, on a beaucoup travaillé sur l'éducation thérapeutique. Nous, ce qu'on souhaite, c'est aller plus loin. Parce que tu vois, Anthony, quand tu parles d'éducation, c'est un peu professoral, c'est un peu paternaliste. Et en 2026, c'est plus possible d'avoir ce ton-là. Donc, on va être sur, là aussi, l'empowerment, pardon pour l'anglicisme, sur l'autonomisation. Donc, l'idée, c'est de donner des compétences évaluatives et des compétences de soins à ce propriétaire pour qu'il soit plus réactif. Et c'est passionnant pour nous, parce qu'on a des gens qui ont un niveau de compétences élevé, et ils sont très bons, finalement, dans l'accompagnement de leur animal. Donc tout le monde est gagnant, le propriétaire, le veto, et bien sûr l'animal. Et enfin, le quatrième savoir-faire, c'est un savoir-être. Alors je sais, Anthony, que tu t'es particulièrement intéressé sur ce sujet avec Pierre Matvey. Donc c'est comment on fait pour avoir une approche empathique, tout en maintenant une distance clinique pour éviter l'écueil de la fatigue compassionnelle. La fatigue compassionnelle, évidemment. Oui, tu fais bien de le rappeler. Voilà. Ok, là je te remercie là-dessus. Et là, on va basculer sur cette approche plus concrète du parcours de santé. Oui, alors pour être effectivement dans quelque chose d'applicable, eh bien, on peut s'inspirer d'un parcours de santé classique qui va être structuré en 4 étapes. Donc, on a dépisté la maladie, et c'est vrai que maintenant on a des moyens assez formidables de diagnostiquer rapidement des maladies silencieuses. Ensuite, il y a l'annonce du diagnostic. Et ça, c'est un moment clé qui est souvent libératoire pour le propriétaire parce qu'il met fin à une incertitude prolongée et c'est aussi porteur d'un espoir de soulagement. Donc, il faut donner du temps pour annoncer le diagnostic. La troisième étape, c'est, et on croit beaucoup à ça, c'est donner plus de temps pour la prescription. Et on pense que ça peut être intéressant d'avoir un couplage renforcé prescription compte rendu. Donc, il faut lire et relire une ordonnance bien construite, bien comprise par le propriétaire, et il faut remettre un compte rendu exhaustif, fidèle, et qui engage, tu l'as compris, ce duo équipe vétérinaire et propriétaire. Et c'est vrai que maintenant, avec les outils de l'IA, on arrive à avoir des comptes rendus qui ont toutes ces qualités sans être dépersonnalisés. Donc moi, je crois beaucoup à ce couplage renforcé, prescription, compte rendu, qui va être révélateur de compétences du veto et de son engagement. Qu'est-ce que tu appelles compte rendu juste, Thierry, là ? Eh bien, en fait, tu sais, moi, dans mes consultations douleur, j'ai tout un parcours et j'ai à peu près 7 étapes. Et grâce à l'IA, j'ai maintenant toutes ces informations qui sont bien rangées dans cette étape. Et donc, mon propriétaire se retrouve dans le déroulé de la consultation. Tout est marqué. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui est retranscrit, c'est ce qu'il a dit et sur quoi il s'est engagé. Donc, pour moi, c'est une étape vraiment, vraiment importante.
Et puis, donc la dernière étape, Anthony, c'est le parcours de suivi. Donc on en a parlé. Donc la médecine proactive, des rendez-vous planifiés. Et nous, on a un taux d'acceptation de 95% de nos visites de suivi. C'est énorme. Ah oui, par rapport aux 95%. chiffres que tu as donnés dans le premier épisode, Oui, oui. on est bien loin. Ouais, ouais. Voilà. Donc Ok. je pense qu'on peut être optimiste finalement sur les solutions à apporter. Bah, il y a des solutions qui fonctionnent et tu es là aussi pour le montrer. Et donner de l'espoir aux vétos, leur dire non, non, ça fonctionne, c'est pas juste de la théorie. Et quelle conclusion, du coup, on donne à cet épisode passionnant focalisé sur le concret et l'action, Thierry? Alors, je pense qu'au-delà d'une qualité de vie améliorée pour l'animal convalescent ou douloureux, une qualité de vie améliorée évidemment pour le propriétaire aidant, parce que son fardeau diminue, eh bien, une observance réussie, c'est un facteur d'épanouissement professionnel, c'est une garantie de relations apaisées avec la clientèle, un antidote à la résignation clinique, au fatalisme, et puis il y a une satisfaction intellectuelle devant des résultats probants. Et enfin, pour terminer, c'est un puissant levier pour garder une motivation intacte à l'exercice difficile de la pratique clinique. Tu te rappelles notre introduction. Moi, je suis un véto senior, ça fait 40 ans. Tu sens une motivation intacte. Je pense que c'est aussi par toute On cette la sent. réflexion qu'on mène sur l'observance. Voilà, Ah, mon génial. cher Anthony. Voilà. C'est hyper inspirant, Thierry. Merci pour ces derniers mots et merci encore pour le temps que tu nous as donné et accordé sur ces 2 épisodes de podcast. Merci, Thierry. À bientôt. Merci à toi, Anthony.